Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler un petit peu des dernières news dans le domaine du cinéma et des séries et de tout ça, et des jeux vidéo et de la vie. Bref, ça va être très intéressant et on commence avec une bonne nouvelle, une bande-annonce qui nous a tous fait chaud au cœur à la rédaction, c'est celle de Army of the Dead de Zack Snyder. On l'attendait depuis un petit moment, on avait eu il y a environ un mois un premier teaser, le film sortira bientôt sur Netflix, et là, enfin, on peut un peu poser les yeux sur ce que va être ce nouveau film de zombies. Alors déjà, ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'est de voir qu'après quand même pas mal de temps passé aux côtés de la Justice League, Zack Snyder a décidé de revenir à ses premières amours, à savoir le cinéma, les films de zombies. Oui, en effet, son premier long métrage, qui en France s'appelait L'Armée des Morts, était le remake de Zombie de George Romero et c'était plutôt une belle réussite, il avait été pas mal remarqué à l'époque. On est donc ravis de le voir sortir des adaptations en général, parce que ça fait maintenant des années qu'il a adapté des bandes dessinées, des comics, des romans graphiques, pour retourner à un projet qu'il a coécrit, qui vient a priori déjà plus de ses tripes et de lui-même, et dans lequel il pourra injecter tout le style pour lequel il est à ce point apprécié, décrié, bref, ce qui fait de lui un auteur qu'on aime suivre à écran large. Et puis, cette bande-annonce, faut bien le dire, elle est quand même plutôt spectaculaire, plutôt bien troussée, l'atmosphère y est assez excitante, il y a quantité de plans qui nous font un peu frétiller la rétine. Moi, il y a plusieurs choses qui m'excitent beaucoup dans le film. Premièrement, c'est le casting. Je trouve que le casting a l'air vraiment très cool, notamment parce qu'il y a un des bourrins qui est encore parmi les plus sous-estimés du cinéma américain, c'est Dave Bautista, qui est une espèce d'énorme boule de nerfs et de muscles, mais qui a toujours une espèce de spleen, de mélancolie assez étonnante. Il a une relative finesse qu'on avait pu notamment entrevoir et que pas mal de gens avaient découvert avec surprise dans Blade Runner 2049. Il jouait dans la première partie du film, dans son introduction, un androïde qui avait pas franchement le moral et ça lui allait très bien. Donc très curieux de le retrouver à l'affiche du film, mais aussi on trouve dans Army of the Dead un de mes seconds couteaux préférés du cinéma américain, ce qu'on appelle une tronche, un type qui a joué les salauds, les enfoirés, les fils de Babel, les tueurs, les pervers, les assassins, bref, plutôt des ordures. Il s'appelle Garrett Dillahunt et pour moi, voilà, c'est un des meilleurs character actors, une des meilleures tronches du cinéma américain. Je suis ravi de le retrouver chez Zack Snyder. Il y a une autre chose aussi qui est a priori plutôt kiffante, c'est que Snyder s'est pas juste contenté de foutre des zombies à Las Vegas, il s'est aussi pas mal amusé avec la mythologie du zombie, et on peut voir dans les espèces de zombies évolués, barbares, structurés, puissants de sa bande-annonce, on peut voir évidemment un lien esthétique très fort avec Ghost of Mars de John Carpenter. Si vous n'avez pas vu Ghost of Mars, allez-y, c'est assez rigolo comme film, ou voire même une passerelle thématique avec Je suis une légende, pas le film avec Will Smith, non, le roman de Richard Matheson qui est une merveille, et où il est question aussi de vampires qui évoluent et commencent à s'organiser comme une société plus ou moins tribale et clanique. Bref, moi c'est quelque chose qui m'excite, je suis curieux d'en voir plus. En revanche, il y a un truc qui m'interroge beaucoup dans cette bande-annonce, voire qui m'inquiète un peu, c'est l'usage ultra bourrin que fait Zack Snyder de la longue focale. La longue focale, en gros, c'est quand, au lieu d'avoir toute votre image nette, ou à peu près nette, quand en gros, votre point de focus est le seul net et que tout le reste devient flou. Là, c'est tellement poussé que vous regarderez, il y a des images où carrément, on fait le point sur l'avant du visage, à tel point que les cheveux derrière sont déjà flous. Alors, c'est un effet de style, c'est un effet de style qui est assez répandu, il y a plein d'auteurs qui l'ont utilisé, et qui peut être utilisé tout à fait à bon escient. Et moi, j'imagine, j'espère que Snyder fait ça en pensant notamment à un réalisateur comme Walter Hill, qui est un gros bourrin. Allez regarder Extrême Préjudice de Walter Hill, il y a des plans en longue focale qui sont magnifiques, merci Nick Nolte, l'image et tout, machin, super film de bourrin. Allez-y, j'espère, je pense que c'est un peu en pensant à ce type d'auteur-là que Snyder veut faire ça. J'espère que ça n'est pas un cache-misère pour qu'on voit pas trop les fonds verts ou des décors faits un peu à l'arrache. Je prie pour que ce soit pas ça, parce qu'il y a notamment des séries récemment qui ont eu tendance à faire de la longue focale en post-production, en fait, à retoucher l'image pour donner l'illusion que ça avait été fait au tournage. Je pense notamment à The Handmaid's Tale, où il y a souvent cet effet utilisé, et où bien souvent c'est très laid. Donc voilà, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner, j'espère qu'il en fera bon usage, il y a de bonnes chances pour que ce soit le cas. Ensuite, une autre news qui est assez excitante, c'est l'annonce, toujours par Netflix, de la mise en chantier d'un film, d'une adaptation de Gundam. Alors Gundam, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? Mobile Suit Gundam, c'est une œuvre qu'on doit à Yoshiyuki Tomino et qui, depuis les années 80, se décline aussi bien en manga, en animé, en animé, en OAV, en film, même en roman, et donc où il est question tout simplement de méca, de grands robots, de grands combats, de grandes guerres, et qui est une œuvre culte, légendaire, gigantesque, non, Marvel n'a pas été le premier à inventer le transmédia, les univers partagés, bref,
Il y a un sacré matos pour une adaptation, donc ça peut être assez excitant. En réalité, cette adaptation, elle ne vient pas de tomber là tout de suite. Elle est produite depuis 2018 par la compagnie Legendary Production. Et bah, du coup, grâce là à Netflix, grâce à leur annonce, on découvre qui va le mettre en scène. C'est Jordan Vogt-Roberts. Jordan Vogt-Roberts, vous avez peut-être entendu parler de lui parce que c'est le metteur en scène de Kong Skull Island, qui avait été pas mal apprécié, on le sait, parmi les lecteurs d'écran large. Alors, ce qui peut être rassurant dans le fait qu'il arrive à la tête du projet Gundam, c'est que tout simplement, bah, de par ce précédent film, il a déjà une expérience, déjà avec des tournages très exigeants techniquement en matière d'effets spéciaux, mais aussi, au-delà de la simple question de la maîtrise des effets spéciaux, des récits qui mettent en scène un truc important et très important dans l'histoire du cinéma qui est le gigantisme, qui est la notion d'échelle et de spectacle via l'échelle de ce qu'on filme, via le gigantisme de ce qu'on met à l'écran. Donc c'est plutôt rassurant techniquement. Hélas, pour les fans d'Hideo Kojima et pour les fans de Metal Gear, ben ça veut dire qu'ils seront peut-être pas prêts de voir avant un bon bout de temps l'adaptation cinéma de Metal Gear, vu que bien c'est lui qui avait été choisi pour la mettre en scène. Alors ça, c'est un projet, c'est un serpent de mer depuis des années. De temps en temps, on a des news. Depuis après, pendant des mois, plus rien. Donc voilà, on avait appris en décembre 2020 qu'a priori Solid Snake, le héros, serait interprété par Oscar Isaac. Et puis depuis, plus rien. Bon, alors c'est sûr qu'avec Gundam en plus dans sa besace, Vogt-Roberts va avoir autre chose à faire. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Moi, à titre personnel, j'aime énormément et j'ai poncé les Metal Gear, mais pour autant, je suis pas convaincu que le médium cinéma soit le médium le plus adapté pour cette histoire et que justement, la grâce de Kojima, qu'on caricature trop souvent en cinéaste raté, c'est justement d'avoir travaillé une grammaire et une réflexion sur le gameplay et le rôle du joueur, qui par définition serait très compliqué à rendre au cinéma. Donc pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bref, vive Gundam, vivement Gundam. Et puis, maintenant, on va passer à un autre sujet qui est relativement complexe, mais on le croit assez intéressant. C'est toutes les normes polémiques et affrontements qu'il y a actuellement autour de l'État de Géorgie aux États-Unis et qui amènent une partie de l'industrie hollywoodienne à rentrer en guerre politique contre l'État de Géorgie, ou plutôt contre son administration républicaine, contre son gouverneur républicain, Brian Kemp. Un peu de contexte. Alors, déjà, d'une part, il faut savoir que l'État de Géorgie est un des États qui subventionne le plus fortement le cinéma hollywoodien, via notamment des crédits d'impôt, ce qu'on appelle des tax shelters, qui sont faits pour encourager les films à venir tourner en Géorgie. Et de fait, il y a beaucoup de films américains, de blockbusters notamment, qui vont se tourner en Géorgie. Parce que oui, vous avez peut-être lu ici et là, dans des articles vite fait mal faits, que le cinéma français dégueulait d'argent public, qu'il croulait sous les subsides, alors que les autres cinématographies, notamment américaines, étaient de fières productions qui allaient au-devant du public pour essayer de se financer. Alors il faut savoir que bien sûr, c'est un cliché qui est parfaitement faux. Ça tombe bien, on a dédié à ce sujet une vidéo sur notre chaîne YouTube. On va vous la mettre en description de cet article. Bref, et en plus de ça, vous vous en rappelez peut-être, au moment de l'élection présidentielle, la dernière, celle qui a vu qui a vu gagner Joe Biden, il y a eu énormément aux États-Unis de discussions, parfois très violentes, sur, eh bien, tout simplement comment s'était déroulé le vote. Et donc c'est dans ce contexte qu'il y a quelques semaines, quelques jours, l'État donc de Géorgie a fait passer une loi concernant le vote en Géorgie, parce que oui, rappelons-le, les États-Unis sont un État sont une organisation fédérale et c'est donc à chaque État de fixer les modalités du vote sur son territoire. Et donc, l'État de Géorgie a décidé de faire passer donc un arsenal législatif visant officiellement à réduire les fraudes et à assurer un meilleur contrôle de l'État, du gouverneur, sur les processus électoraux. Alors, il y a une énorme partie de ce texte, parce que c'est plus de 98 pages, dont on ne va pas vous causer parce qu'on est parfaitement incompétent pour le faire, que nous ne sommes ni juristes, ni spécialistes des constitutions des États américaines et encore moins des spécialistes de l'histoire américaine, mais tout simplement, quels sont les éléments de cette polémique? Alors il se trouve que, au sein de plein de réglementations modifiées, changées ou amenées par ce texte, il y a des restrictions très fortes à l'encontre du vote par correspondance, du vote anticipé je vais y arriver, du contrôle de l'identité des électeurs et notamment du vote par procuration. Alors pourquoi est-ce que ça pose de gros problèmes, ou en tout cas pourquoi est-ce que ça engendre une grande polémique aux États-Unis? D'abord parce que ces modalités de vote sont traditionnellement assez prisées par l'électorat démocrate, en particulier par l'électorat
afro-américains, et aussi, eh bien, tout simplement, nous, ça nous semble tout bête, quand vous allez voter, évidemment, vous sortez votre carte d'identité, il faut savoir que, techniquement parlant, il n'y a pas de carte d'identité aux États-Unis. Donc, contrôler l'identité des votants peut très vite devenir kafkaïen, et si le législateur a envie de rendre ça compliqué, il est en mesure de le faire. Donc, il y a une partie de la classe médiatique, de la classe politique, mais aussi de l'industrie hollywoodienne, qui désigne ces lois comme, en fait, n'étant pas des lois pour assurer un meilleur contrôle du processus consultatif, du vote, mais en réalité des lois qui sont discriminantes pour une partie des votants, voire inspirées d'autres lois ségrégationnistes, les lois qu'on appelle les lois Jim Crow. Qu'est-ce que c'est les lois Jim Crow? C'est un arsenal législatif qui est passé dans plusieurs États du sud des États-Unis, de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 60, qui avait pour but assumé de réussir à rogner, limiter les acquis successifs qui ont eu lieu suite à la guerre de sécession, et puis après, dans les décennies qui ont suivi, les acquis de droits civiques, tout simplement, pour les citoyens afro-américains. Et donc, eh bien, beaucoup de commentateurs estiment que l'actuelle loi de Géorgie s'inspire beaucoup de ces dispositifs. Forcément, vous imaginez que ça réactive des débats qui n'avaient pas besoin de ça pour être, on va dire, puissamment énervés, et plusieurs acteurs de l'industrie hollywoodienne, des comédiens, des stars, des producteurs, des studios, enfin bref, un paquet de monde, ont fait savoir que si la Géorgie voulait absolument appliquer cet arsenal législatif, eh bien tout simplement, il n'irait plus tourner en Géorgie, il refuserait la manne de subventions de l'État et préférerait aller tourner dans d'autres États du Sud, ou dans d'autres États tout simplement. Alors bien sûr, vous le savez, c'est une question qui est un peu épineuse parce que quand il est question de grands principes et de leur application, souvent si au milieu vous mettez un porte-monnaie, il y a comme un hiatus, mais on voit déjà un premier long métrage qui a décidé de ne pas aller tourner en Géorgie, c'est le film Emancipation, qui est produit par Apple TV+, qui est réalisé par Antoine Fuqua et qui est interprété par Will Smith. Ce film qui traitait notamment de la question de l'esclavage, a donc décidé de renoncer aux 15 millions de dollars de ristourne. De ristourne, eh oui, bienvenue à la ristourne. 15 millions de dollars de ristourne de l'État de Géorgie pour aller plutôt se délocaliser en Louisiane. Alors la question c'est, est-ce que ce geste qui est relativement fort, renoncer à 15 millions de dollars, ça doit quand même en faire un petit peu mal, ça doit râper comme on dit, mais est-ce que ce sera le seul film à le faire? Est-ce qu'ils vont être nombreux à prendre ce type de décision? Est-ce que ça peut peser dans la décision de l'État de Géorgie? Parce qu'il faut savoir que des tournages qui viennent sur votre territoire, c'est une véritable manne, parce que c'est des dizaines, sinon des centaines de techniciens présents pendant des mois qui consomment beaucoup, parce qu'un tournage c'est beaucoup d'électricité, de la nourriture, enfin tout ce que vous voulez, des décors, bref, c'est une vraie manne financière pour la Géorgie. Est-ce que c'est de nature à amener à une inflexion légale? Ça reste à voir. Est-ce qu'au contraire, ça va pas à l'inverse attirer d'autres films et d'autres projets? Bref, c'est une vraie question, elle est complexe et donc elle est intéressante et on essaiera un petit peu de continuer à décoder, suivre cette actualité sur écran large parce que ouais, on est quand même très curieux de voir ce qui va se passer. Voilà, ça c'était pour les news et maintenant on enchaîne avec notre petite recommandation, les critiques et les choses qu'on vous recommande de regarder ou tout simplement d'aller lire sur écran large parce que sur écran large il y a plein d'articles beaucoup plus détaillés que cette petite revue de news de presse que je vous fais là rapidement. On commence avec la sortie ces jours-ci de Possessor. Possessor, c'est le second long métrage de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, et je sais pas pourquoi je le prononce comme ça. Donc Brandon Cronenberg, il a réalisé un film de science-fiction. Le principe en est à la fois simple et tordu. C'est donc l'histoire d'une tueuse à gages, une tueuse professionnelle, qui pour assassiner ses cibles, utilise une petite merveille technologique qui lui permet de prendre possession du corps d'un autre. En gros, tout simplement, si elle doit tuer Monsieur B, elle va prendre possession du corps de son meilleur ami, de son épouse, d'un collègue, pour que ce soit ce corps hôte qui assassine sa cible. Puis après quoi, elle se retire, etc. Voilà. Voilà pour le principe. Et puis, on va évidemment suivre une de ces missions qui ne se passe pas du tout comme prévu. Alors, le film est assez intéressant parce que Cronenberg choisit de ne pas du tout faire reposer, on va dire, l'attrait, l'excitation du film sur le scénario. Le scénario va rester assez simple, assez lâche, assez distendu, on pourrait dire, mais uniquement sur sa mise en scène et l'incarnation visuelle de ce qu'il a à raconter. Et comme c'est un petit malin, comme c'est le fils de son père et qu'il a été à bonne école, il a à peu près une idée par plan pour avoir soit une lumière qui va vous péter la gueule, soit une idée de composition d'image qui est canon, soit tout simplement de vraies expérimentations sur le nombre d'images par seconde, sur la photographie, sur des images qui mêlent, bref, c'est un vrai tourbillon plastique qui est assez étonnant, qui est pas aussi poseur qu'on pourrait le croire, loin s'en faut, parce que vraiment, il y a un rendu qui est très organique, très viscéral, très fort, assez perturbant. On a beaucoup dit que le film était ultra violent, c'est pas vrai. Il n'est pas ultra violent, il est perturbant. Pas tant à cause du gore ou de je sais pas quoi, mais surtout parce que il arrive à générer des images qui sont assez uniques,
assez forte et qui vous retourne un petit peu la tête. Et donc ça, c'est quand même assez kiffant. Le film est interprété par Andrea Riseborough et Christopher Abbott, deux excellents comédiens qu'on voit pas assez. Donc voilà, le film est dispo en VOD, il est également dispo en DVD et en Blu-ray. Il est sorti par les copains de The Jokers. Allez-y, c'est vraiment une des grosses claques, notamment de l'Étrange Festival de cette année et qui a reçu le Grand Prix du Festival de Gérardmer. On vous le recommande. Vous pouvez trouver sur le site la critique écrite qui a été rédigée par le bon Mathieu Jaborska qui, comme d'hab, a fait du super taf. Donc franchement, allez le lire, faites-lui plaisir, faites-lui un petit clic. Et puis, il y a aussi aujourd'hui, enfin en tout cas là, tout de suite, en ce moment, qui sort Love and Monsters sur Netflix. Alors Love and Monsters, il est sorti dans plusieurs pays du monde, mais chez nous, c'est Netflix qui a chopé les droits pour la France. Et ben alors, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de young adult qui s'inspire pas mal de Zombieland. Mais là où il n'y a pas de zombies, il y a des gros monstres. On est dans un monde post-apocalyptique. En gros, il s'est passé plein de trucs. Il y a plein de monstres qui sont apparus. Il n'y a plus beaucoup d'humains. Ah, c'est compliqué. Et donc, on va suivre Dylan O'Brien, un jeune garçon timide, lâche, qui se morfond d'amour pour un amour d'été qu'il n'a jamais revu et qui un jour va prendre son courage à deux mains, le poser sur la table, taper très fort avec, oui, tout le monde fait ça avec son courage, et décider d'aller la retrouver malgré tous les monstres qui sont dans la nature et qui rêvent de le boulotter. Alors, on va être très honnête, le film n'est pas très bien écrit, le scénario n'est pas très intéressant. Essayer de faire jouer un personnage effacé et lâche à Dylan O'Brien, c'est à peu près comme faire jouer un coiffeur de génie avec une grosse coupe afro à Bruce Willis, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Néanmoins, O'Brien ayant quand même pas mal de charisme, il arrive à peu près à faire passer la pilule, même si on ne croit jamais qu'il est un type timide qui se morfond dans son coin. Non, le truc sympa, le truc qui peut vous donner envie de regarder le film, éventuellement, c'est tout simplement le bestiaire, qui est plutôt cool. Les scènes avec les monstres sont assez marrantes, leur design en général est sympathique. Il y a quelques hommages un petit peu au cinéma de Ray Harryhausen, qui a été un des grands animateurs de monstres durant le XXe siècle. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit shoot de nostalgie dans ce genre-là, ça peut être sympathique. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, et ça vaut pas le coup de pousser mes mains dans les orties, et il faut pas vider l'eau du bain. Et je suis en train de mélanger des proverbes, ça n'a aucun sens. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a amusé. En tout cas, nous, on pense bien à vous, on espère que vous vous portez bien, on vous embrasse. Commentez cette vidéo, likez-la, dites-nous des choses gentilles, dites-nous des choses méchantes, insultez ma maman, moi, je m'occupe de la vôtre.